Vous avez probablement déjà entendu parler de R0, le nombre de reproduction de base. Le R0. Au R0. Ce R0. Ce fameux R0. Ce R0. Qu'appelle-t-on au juste le R0? R0 indique le nombre de personnes que vous allez contaminer en moyenne si vous avez contracté une maladie contagieuse. Avant la mise en place des premières mesures de distanciation sociale en France en février 2020, on estime qu'il était d'environ 3. C'est-à-dire qu'en moyenne, un malade contaminait 3 personnes. Sauf que dans la réalité, la majeure partie des malades n'a probablement jamais infecté personne. Si vous êtes perdu, c'est normal. Pour y voir un peu plus clair, je dois vous parler du coefficient de dispersion kappa et de conditions superpropagatrices. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le R0 fait office d'indicateur phare pour suivre l'évolution du virus. Mais ce nombre de reproductions n'est qu'une moyenne et il n'offre donc qu'une vision partielle de la réalité. Dans les faits, la majeure partie des malades engendre soit plus, soit moins d'infections que ce que prévoit le R0. L'ampleur de ces disparités est donnée par kappa, le coefficient de dispersion. Pour comprendre comment il fonctionne, voici un graphique. Il montre la probabilité pour qu'un malade infecte un certain nombre de personnes. Plus le coefficient de dispersion est proche de 1, plus la répartition des infections est uniforme et colle à R0. Plus le coefficient est proche de 0, plus ces infections sont réparties inéquitablement, une petite partie des malades étant responsable d'un grand nombre de transmissions. Ces disparités n'ont pas beaucoup d'influence lorsque l'épidémie est largement implantée, mais elles jouent un rôle crucial lorsque la propagation connaît une dynamique stochastique, c'est-à-dire guidée par le hasard. Et c'est le cas lorsque le nombre de personnes infectées est très réduit, donc au tout début, puis lorsque l'épidémie reflue et s'approche d'une potentielle disparition. Dans le cas du SARS-CoV-2, le petit nombre d'analyses menées pour estimer ce coefficient de dispersion invite à la prudence. Mais d'après les premières observations menées sur la diffusion du virus, il serait probablement assez faible, inférieur à 0,5. L'étude la plus récente, menée par une équipe londonienne, donne même le chiffre de 0,1. Cela signifierait que près de 3/4 des personnes contaminées n'auraient pas transmis le virus et, inversement, qu'environ 10% des malades seraient responsables de 80% des infections. Et parmi ces 10%, certains jouent un rôle central dans les flambées épidémiques. On les appelle les superpropagateurs. Ils peuvent contaminer des dizaines, voire des centaines de personnes, et ainsi créer des chaînes de transmission qui en toucheront des milliers d'autres très rapidement. C'est ce qui s'est passé en Corée du Sud à la mi-février avec la patiente 31. Cette femme malade a fréquenté 2 services religieux où elle a pu contaminer des centaines de personnes. Très rapidement, cet événement superpropagateur a indirectement engendré la contamination de plusieurs milliers de personnes. Une équipe de chercheurs internationaux, menée par Benjamin Althus, s'est penchée sur le sujet et a distingué 4 grandes familles de causes superpropagatrices. D'abord, il existe des causes individuelles biologiques, que nous comprenons encore assez mal. Certaines personnes transmettraient le virus plus facilement, par exemple parce que leur postillon serait plus chargé en virus. Toujours au niveau de l'individu, des spécificités sociales peuvent aussi jouer. Par exemple, quelqu'un qui voit énormément de monde au quotidien ou qui lit différents groupes d'individus peut jouer un rôle crucial au début d'une épidémie, comme un réceptionniste ou un vendeur. Et puis, les 2 autres causes superpropagatrices se situent à l'échelle de la société. D'abord, il existe des lieux à haut risque. Les fréquenter, c'est s'exposer à une probabilité élevée d'événements superpropagateurs. Prisons, hôpitaux, abattoirs, maisons de retraite, etc. Ils facilitent la transmission du virus car ils sont clos, densément fréquentés et ils mettent en relation différentes communautés. Enfin, la dernière catégorie de superpropagateurs est celle de scénarios opportunistes. Il s'agit d'événements qui vont exceptionnellement soit rassembler un grand nombre de personnes, comme à un concert, soit créer des conditions augmentant la probabilité qu'un malade transmette le virus,
s'il chante, s'il crie ou s'il y a accolade et embrassade. Le scénario le plus risqué étant bien sûr un mélange des deux. Boîte de nuit, office religieux, événements sportifs, etc. Maintenant, si des scientifiques se sont penchés sur le sujet, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de catégoriser des choses. Il existe deux raisons principales qui justifient de s'intéresser au coefficient de dispersion du SARS-CoV-2. Déjà, parce que cela permettrait de comprendre les mois qui ont précédé l'épidémie en France, puisque rétrospectivement, on suspecte la présence de cas de Covid-19 dès la fin 2019 dans le pays. Avec un kappa égal à 0,1, 3/4 des malades ne transmettent pas le virus. Donc le fait que ces hypothétiques cas en 2019 n'aient pas donné lieu à une flambée épidémique serait logique. Mais surtout, cette lecture de la propagation offre des outils pour accompagner la fin de l'épidémie. Voilà comment. Pour se développer, les flambées épidémiques semblent donc avoir besoin d'événements superpropagateurs. Lorsque l'épidémie faiblit, empêcher ces situations pourrait donc réduire les risques d'une nouvelle flambée et donc d'une seconde vague. En partant d'une simulation où kappa est égal à 0,16, l'équipe de Benjamin Altouz a testé une stratégie construite autour des événements superpropagateurs. Elle consiste à cibler uniquement les situations dans lesquelles un malade pourrait infecter 10 personnes ou plus. Si la moitié de ces situations est empêchée, le R0 chute de 3 à 2. Et si l'on parvient à éliminer toutes ces situations à risque, il tombe même à 1, le seuil en dessous duquel une épidémie ne peut pas progresser. Alors pour passer de ce modèle mathématique à la pratique, il serait nécessaire d'améliorer notre connaissance des causes superpropagatrices. Mieux comprendre les facteurs biologiques qui facilitent la transmission du virus, bien identifier les lieux ou événements à risque, etc. Lorsque l'épidémie aura suffisamment reculé, prendre en compte les événements superpropagateurs permettra de réduire l'emprise du hasard sur sa reprise ou sa fin.